Alors bonjour, je suis Nicolas Diméo, je suis auteur et graphiste indépendant maintenant depuis quelques années de ça. J'ai grandi à Fribourg, ça fait 15 ans que je vis à Lausanne et puis en littérature j'ai commencé à écrire effectivement des romans graphiques, des scénarios pour des romans graphiques. Et cette année il y a Toumika qui sort, qui est un roman de la veilleuse. Je fais aussi des podcasts que j'anime, aussi des podcasts sur des légendes du Grand Nord, qui est aussi le thème du livre de cette année chez la veilleuse. Et puis eh bien mon travail se sépare entre effectivement faire du graphisme, de la création multimédia, un peu de photos aussi, et puis l'écriture forcément qui est importante dans ma vie, la littérature qui est importante dans ma vie. Donc cette année, je publie Toumika aux éditions La Veilleuse, que j'ai écrit sur place au Groenland en 2023, en mars. C'est un roman important pour moi parce qu'il parle de la mémoire de mon père, de mes parents, mon adolescence. Et je relie cette mémoire en fait à la vie qu'ont les Inuits au Groenland, qui est en train petit à petit de disparaître. C'est une sorte de deuil, mais qui part vers autre chose. En mars, quand j'y étais, c'était aussi le début du printemps, donc il y a quelque chose qui fonctionnait bien là. C'est une fiction, mais qui reprend effectivement des témoignages qui sont réels, qui ont été récoltés sur place, que je mélange avec des légendes de là-bas, qui sont très différentes des légendes d'ici d'ailleurs. Et je suis très content de l'avoir fait, ce roman, parce que ça a permis d'exorciser aussi quelque chose chez moi et de parler d'une culture, de la culture des Inuits qui est en train de disparaître. Je pense que c'est important de parler de ça et puis de leur laisser une voix aussi quelque part. J'ai écrit ce roman en résidence littéraire sur un bateau qui s'appelle le Manguier, avec un capitaine qui était corse, qui nous a appris beaucoup de choses de la vie de là-bas et aussi de sa vie à lui, qui a eu une vie assez incroyable avec ce bateau-là, qui était un ancien remorqueur. Et puis on était bloqués donc sur ce bateau pris dans les glaces, dans une baie, avec 4 autres artistes qui faisaient à la fois du dessin, de la photographie, de la peinture, etc. Et puis c'est vrai qu'on a beaucoup partagé autour de ce que chacun vit à des moments de vie particuliers. Et puis on a rencontré énormément de gens qui vivent là-bas aussi. On marchait tous les jours 45 minutes pour aller au village. Et on a découvert effectivement une culture qui était assez incroyable et puis qui est malheureusement en train de perdre ses traditions, mais j'espère qu'il va continuer quand même à perdurer. La ville d'Asiat est belle. Elle est belle et intrigante à l'extrême ouest du Groenland. Elle semble délaissée par endroits. Dans les quartiers les plus populaires, les maisons sont accolées les unes aux autres. D'anciens meubles, chaises, chariots de supermarché ou caisses en plastique traînent près des poubelles pleines, derrière les murs sur les chemins, cachés sous de hautes couches de neige. Quelques barres d'immeubles ont poussé comme des furoncles en périphérie, mais le centre est parsemé de maisons colorées éparses, de tailles diverses et de hauteurs et de formes diverses. Parfois même ce sont de vraies œuvres d'art. Sur la route qui longe le bord de la baie, des enfants jouent au foot. Les maisons ici effleurent le coteau qui s'échoue vers le détroit. Cette vue-là est imprenable. Du linge congelé pend au balcon et des stalactites coulent doucement sur les antennes paraboliques. Les tuyaux d'évacuation sont apparents, ils sont chauffés pour éviter le gel. On me dit que tout finit par se déverser dans la baie. L'odeur d'essence, des motoneiges et des voitures tout-terrain nous assaille par moments, avant d'être brassés et annihilés par le vent arctique. Pur, il souffle sur une ville partagée en deux, discordante et antinomique, à l'image d'une culture en pleine mue. Qu'est-ce qu'il était moche ? Il était vert moche. Je ne sais pas ce qui nous avait pris de le repeindre de cette horrible couleur, mon vélomoteur était vert vomi. Je l'avais acheté avec mon père à une vente aux enchères de la police locale, nous l'avions nettoyé ensemble, repeint, et avions changé la selle après avoir retiré la rouille du guidon. J'avais 14 ans et mon boguet était devenu mon exutoire. Je l'avais autoproclamé comme étant ma zone d'autonomie provisoire. Je ne l'avais jamais avoué à mes parents, mais cela se passait mal à l'école. Les autres garçons de la classe me traitaient de pédé et de gay quotidiennement. C'était arrivé d'un coup. Je n'avais pas compris et je n'avais pas vraiment réagi. Cela avait duré 2 ans, 2 années où seuls les moments de liberté et d'apaisement étaient ceux que me procurait mon vélomoteur. J'avais fait le tour de la ville, puis du canton, puis encore plus loin. Je partais voir les lacs, les forêts et les bancs de pierre encastrés au bord des routes que personne n'utilisait. C'était à ce moment précis que s'était forgé mon besoin d'expression. Il y avait eu tant de situations frustrantes où j'avais courbé le dos, où j'avais voulu devenir invisible, que cela avait créé en moi un besoin irrépressible de rattraper le temps perdu et de me redresser.